Voilà. Alors, le contrôle. Donc, je parle aussi pour ceux qui sont en face, même si j'aurai l'occasion de vous revoir la semaine prochaine. Donc, le contrôle, pour vous, portera essentiellement, non pas essentiellement, portera complètement sur le chapitre des lois de Newton. Alors, le chapitre des lois de Newton, mais dans votre cas, je vais retirer la partie force électrique. Donc, vous aurez les 3 lois de Newton. Attention, ça inclut aussi la statique. Donc, le somme des forces est égal à 0 pour un objet qui est en équilibre, ou donc le principe de l'inertie. Que l'on avait vu avec la voiture, alors je ne sais plus si elle montait la pente ou si elle redescendait, enfin ce système-là. Et puis, donc, tout ce qui concerne la chute libre. Voilà, et puis donc là j'arrivais à la suite de ce que je veux dire. La séance d'aujourd'hui, on va finir la partie champ électrique, et ensuite on va travailler, et je vous l'avais dit, on va corriger l'exercice 7, l'exercice sur Tarzan, de manière à, quelque part, que vous ayez vu comment on peut inclure tous les éléments qu'on a vus dans le cours dans le cadre d'un exercice. Alors, c'est pas un exercice de bac, mais c'est un exercice de type bac. Il aurait pu tomber, pas sous la forme que je vous ai donnée, les questions auraient été beaucoup plus détaillées, mais c'est un exercice assez classique par rapport à ce qui peut arriver au bac. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Ah, oui. Donc, on a des informations supplémentaires concernant vos épreuves de bac. La première qui est pour moi la plus importante, c'est la forme. C'est-à-dire que contrairement aux autres fois, et pour quelque part s'adapter aux conditions qui sont actuelles, en fait, vous allez avoir un sujet qui sera divisé en 4 exercices. Un premier exercice qui sera normalement à peu près sur 10 points et qui sera sur soit de la physique, soit de la chimie, mais 10 points sur l'un de ces sujets-là. Celui-là, tout le monde sera obligé de le faire. Et ensuite, il y aura 3 exercices sur 5 points qui porteront sur l'autre matière. C'est-à-dire, si l'exercice est sur 10 points, les 3 exercices, si l'exercice de 10 points est sur la physique, les 3 exercices sont sur la chimie, et réciproquement. Et sur ces 3 exercices, vous aurez à en choisir 2. Alors attention, il n'est pas question de grappiller les 3 bouts d'exercice, non. C'est-à-dire, vous choisirez 2 exercices sur ces 3 exercices-là, et puis vous les ferez. Après, c'est un bac, voilà, vous faites vos exercices. La seule chose, c'est que vous aurez la possibilité d'éliminer finalement quelque part un exercice qui porterait sur quelque chose qu'on n'aurait pas fait forcément ensemble. Parce que, il me semblait vous en avoir parlé, mais j'en suis pas sûr. Tel que les choses se présentent, on va avoir du mal à finir le programme pour le bac. Ça me paraît assez clair. On va essayer quand même. Mais vous le voyez bien, forcément on ralentit, même si on continue à faire les cours normalement. Pas normalement. Même si on continue à avancer, on n'avance pas à la vitesse normale. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Alors, pour le bac TP, pour l'instant, on n'a aucune modification qui nous a été donnée. Donc, on garde la même idée, c'est-à-dire que va y avoir une vingtaine, entre 20 et 25 sujets qui vont être tirés au sort. Nous, derrière, on va récupérer le sujet, on va voir ce qui est possible de faire. 1, en fonction du matériel qu'on a. 2, en fonction des TP qu'on vous a fait faire. Parce que, comme je vous l'ai dit, on a retiré des TP. Donc, si on a retiré des TP, ça veut dire que ils étaient prévus au départ. Donc, c'était des sujets sur lesquels vous pouviez tomber le jour du bac TP. Donc, une sélection de matériel, une sélection par rapport au TP que vous avez fait. Et puis là-dedans, après, derrière, vous ferez, comme d'habitude, un tirage au sort, ce que j'appelle en double aveugle. C'est-à-dire que, je ne sais pas, début février, ou enfin un peu avant les vacances de février, vous viendrez, vous tirerez au sort un numéro. Et ensuite, il y a quelqu'un qui fera un tirage au sort entre les numéros et puis les sujets de TP et l'horaire de passage. Ce qu'on appelle en double aveugle, parce que ceux qui font le tirage au sort avec les numéros ne savent pas à quel TP les numéros sont associés, et ceux qui font le tirage au sort avec les TP ne savent pas à quelle personne leur tirage au sort est associé, parce qu'ils associent un tirage au sort avec un numéro. Donc comme ça, vous êtes tranquille. Il y a des daltoniens parmi vous?
D'accord. Vous êtes signalé comme tel? Parce que l'idée, c'est que, donc, on en reparlera février, mais que vous tombiez pas sur un TP, je sais pas moi, genre dosage avec un indicateur coloré. Parce que si vous avez un indicateur coloré, je dis n'importe quoi, qui passe du rouge au vert, et qu'avec votre daltonisme, pour vous, c'est la même chose. Donc à ce moment-là, voilà. En général, on adapte. Est-ce qu'il reste d'autres questions? Non? Bon, alors, où est-ce qu'on s'était arrêté exactement? Il me semble qu'on avait fait la... Il me semble qu'on avait fait la loi horaire de la particule chargée et qu'on avait commencé à étudier donc commencé à étudier la question du point d'impact de l'électron sur condensateur. Est-ce que j'aurais... Ouais, ça devrait être drôle. Donc vous aviez l'électron qui arrivait comme ceci, avec une vitesse initiale que j'ai appelée V0, qui est parallèle aux plaques, et un électron qui se déplace initialement sur l'axe de symétrie du condensateur, avec la plaque plus en haut, la plaque négative en bas, ce qui faisait un champ électrique dirigé perpendiculairement aux plaques, de la plaque plus vers la plaque moins. Voilà. Ça me donnait un champ électrique qui était comme ceci. Oui. Alors là, on finit d'abord la partie courte sur le mouvement de la particule chargée dans un champ électrique. Donc notre deuxième application, là où on était sur particules avec une vitesse initiale. Donc on avait fait la loi horaire et on avait commencé à aborder la question de la recherche du point d'impact. Donc j'avais associé à cet électron le repère orthonormé avec un point origine qui était placé sur la position initiale de l'électron, un axe des abscisses comme ceci, un axe des ordonnées comme ceci. Et donc, on a un électron, sans même parler de force ni quoi que ce soit, on a un électron qui est chargé négativement, il est attiré par la plaque positive par le simple fait des charges électriques. Le plus attire le moins. Donc, on va avoir un électron qui va dévier sa trajectoire vers le haut. Et donc, l'idée globale, c'est qu'on a une trajectoire qui a cette forme-là. Ça dévie vers le haut, avec la question de savoir où se trouve le point d'impact qui est ici, et en se demandant si le point d'impact il est ici, ou si finalement l'électron a la possibilité de sortir. Nous, dans notre application, comme c'est une application théorique qui n'a pas de valeur numérique, donc bien évidemment, on ne saura pas directement, et on étudiera les deux cas possibles. Voilà, à partir de là, ça on l'a fait, hein, je dis pas de bêtises. Ouais, on l'a fait lundi ça. À partir de là, on avait trouvé la loi horaire, c'est-à-dire que l'abscisse du vecteur accélération, c'est 0. L'ordonnée du vecteur accélération, c'est moins E. Le moins étant ici pour dire que le champ électrique est en sens inverse de l'axe des ordonnées. Par primitive, on avait trouvé une coordonnée du vecteur vitesse qui est égale à V0 parce que j'ai mis mon vecteur vitesse initial V0 sur l'axe des abscisses. Et une ordonnée, pardon, c'est pas moins E, je dis bêtise. C'est moins Q sur M. Ouais. Je dis des bêtises. Et donc, une ordonnée du vecteur vitesse qui vaut moins Q sur M fois E petit t, puisque sur l'axe des Y, il n'y a pas de vitesse initiale, la constante de primitive est nulle. Et ensuite, on intègre ça pour avoir les coordonnées vecteur position. Ça me fait un x qui est égal à V0t, la constante de primitive est nulle, parce que j'ai placé mon électron
initial à l'origine du repère et un Y qui vaut moins 1,5 de QE sur M fois T carré, là aussi sans constante de primitive, puisqu'on est à l'origine du repère. Voilà. Et il me semblait juste vous avoir dicté l'énoncé de la question d'après, mais je suis plus tout à fait sûr. Marqué Cathy, il faudra que je regarde. Voilà, c'est ça. Étudier. Ah si, on avait commencé un petit peu. D'accord, merci. Donc la question posée, c'était de caractériser le point d'impact, c'est-à-dire où se situe le point d'impact et avec quelle vitesse il arrive sur le point, l'électron arrive sur cette position d'impact. Et donc on a commencé par rechercher l'instant T1, l'instant de l'impact de l'électron sur la plaque positive. Et donc, cet instant T1, eh bien, si je suis sur la plaque positive, c'est-à-dire que je suis ici, si je suis ici, je sais déjà quelle est la valeur de l'ordonnée. Puisque ma plaque positive est située, j'ai la distance entre les deux plaques qui vaut petit d, j'ai mon électron qui arrive, je vous ai dit, au milieu du condensateur, ça veut dire qu'il y a d sur 2 en haut et d sur 2 en bas. Donc ça veut dire que ici, j'ai une valeur de d sur 2. Donc la coordonnée sur l'axe des y de la plaque positive, c'est d sur 2. Donc on avait un y de T1 qui valait d sur 2 et un y de T1 qui vaut ceci, c'est-à-dire moins 1,5 de QE sur M fois T carré. On se souvient. Oui. Oui. Alors, comme j'ai un quotient, ici, j'ai... oui. Voilà. Nous, on avait trouvé ça. Et ensuite, comme ici, j'ai un quotient, en fait, ce système-là, je peux faire Q fois E sur 2 fois M, si je veux. C'est ça l'idée. Donc, j'ai ramené le QE ici. Et pour l'instant, je n'ai pas changé le 1,5 parce que je vais le simplifier avec celui qui est là. Donc, ce sur quoi je voulais insister aussi, c'est, attention, le signe moins qui est ici, hein, vous vous rappelez, on en a parlé lundi, il n'est pas là pour indiquer que j'ai quelque chose de négatif, il est là pour indiquer que mon champ électrique est dans le mauvais sens, entre guillemets, par rapport à l'axe des Y. Mais que la signe moins qui est ici vient avec la charge ici, parce que j'ai un électron, sa charge est donc négative. Donc ça et ça fait que l'ensemble est une grandeur positive. D'accord? Ensuite, il manque le 1. J'en avais tiré T1 carré qui valait moins MD sur QE. Toujours pareil, le moins n'est pas là pour dire quelque chose de négatif. J'ai fait passer le M ici et le QE en division. Le 1,5 se simplifie de chaque côté pour avoir un T1 qui vaut racine de moins MD sur QE. Et donc, d'après ce que j'ai vu, on s'est arrêté là. Alors, je rappelle que dans un exercice, arrivé ici, vous avez toutes les valeurs numériques, vous remplacez, vous faites un calcul. Et puis, c'est tout. Et cette valeur de T1, on va la ressortir directement par rapport aux équations qui sont ici. Ça va, j'efface cette partie-là? Je vais encore garder ça sous les yeux. Voilà, alors, maintenant qu'on a T1, je vais pouvoir réintroduire ici pour savoir où est mon point d'impact. Mon point d'impact, je sais son ordonnée. Pour avoir son abscisse, il suffit que je remplace ici. Donc, la position du point d'impact est donnée par x de T1, c'est-à-dire V0 T1. Et là, stop. Vous avez V0, vous avez T1, je fais mon application numérique, j'ai fini. Après, pour savoir si l'électron
touche la plaque positive, eh bien, je compare la valeur numérique qui est ici à la longueur du condensateur. Oui. Voilà. Dans l'énoncé, on vous donnera sa longueur et sa largeur. Mais ça, je vais le mettre là. Je vais appeler L majuscule la longueur du condensateur. Et donc, sur mon graphique, le L majuscule, on est bien d'accord, c'est ça. C'est ça l'idée. C'est bon, tout le monde y est? Alors, deux cas de figure. Premier cas de figure. Mon électron va trop loin. C'est-à-dire que x de T1 est supérieur ou égal à L. Donc, au lieu d'être dans ce cas-là, je fais quelque chose qui a cette forme-là. L'inclinaison est plus faible, donc mon électron va avancer, alors, plus lentement, entre guillemets, donc il ne touchera pas la plaque positive, il va sortir. Donc là, il sort du condensateur. Donc, première chose, l'électron ne touche pas la plaque. L'électron ne touche pas la plaque. Oui. Alors, là, je fais une application. Imaginez, j'ai n'importe quoi. Alors, vous avez vu mon petit système qui est là, grosso modo, ça fait 5 cm de long. Donc, imaginez que quand je fasse mon calcul, je trouve un V0T1 qui fasse 7 cm. Donc, si mon V0T1 fait 7 cm, ça veut dire que quand l'électron arrive à cet endroit-là, au lieu d'être là, il est là. Vous voyez ? Donc, il ne touche pas la plaque parce qu'il est sorti avant. Moi, je m'arrête ici. Pourquoi ? Parce que je vais vous le dire. Oui ? Non ? Alors, mon électron ne touche pas la plaque. Il s'arrête ici. Pardon, il s'arrête ici. Son mouvement dans le condensateur s'arrête là. Qu'est-ce qui se passe après ? Oui ? Alors, sans parler de mon système qui est là-bas, effectivement, où il va être récupéré. Mais moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est je suis ici, je suis dans un système expérimental qui n'est pas aussi, comment dirais-je, imbriqué que celui-là, et j'ai mon électron, j'ai une plaque de condensateur, j'envoie, alors on est bien d'accord, hein, dans la pratique, j'envoie pas un électron, j'en envoie des milliers, parce que je veux faire un travail derrière. Mais voilà, j'ai mon électron qui est ici, je veux savoir où il va aller, parce que j'ai besoin de lui pour faire un travail particulier. Et donc, arrivé ici, j'ai fait mes lois horaires, j'ai tout fait, je sais qu'il arrive là. Je sais qu'il arrive là avec une vitesse qu'on va exprimer tout à l'heure, mais il arrive avec une vitesse. Donc on est bien d'accord, s'il arrive avec une vitesse, il ne va pas s'arrêter tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer après ? Initialement, il a bougé pourquoi ? Il a bougé parce que j'ai mis une valeur V0. Donc je lui ai donné une vitesse et il a continué à accélérer. Donc on verra tout à l'heure qu'il a une vitesse V0 une vitesse V un petit peu supérieure à V0. Mais j'ai fait ça dans le condensateur.
Et il a accéléré, il a été dévié. Pour quelle raison? Fondamentalement. Ouais. Alors, sa vitesse était importante, d'accord? Mais qu'est-ce qui a fait qu'il n'est pas resté tout bêtement sur mon axe des abscisses? Oui. Voilà, c'est la force électrique qu'on a étudiée. Il est attiré par la plaque positive avec la force électrique F est égale à QE. Et ensuite, on a fait tout le travail de deuxième loi de Newton de manière à démontrer que s'il est attiré par la, enfin, s'il est soumis à la force électrique, il y a ça, il y a ça et il y a ça. Mais ici, il sort du condensateur. Donc, il se passe quoi au niveau de la force électrique? Ouais. Ouais, on peut même aller un peu plus loin. Je suis sorti du condensateur, là. Oui? Eh ben ouais, ma force électrique devient nulle. Ma force électrique devient nulle. Pourquoi? Parce que le condensateur, c'est l'endroit où j'ai créé le champ électrique. Bon, bah, si je sors du condensateur, je sors du champ électrique. Si je sors du champ électrique, bah, j'ai plus de force. Oui. Donc en fait, quand il sort du condensateur, mon électron, il n'est plus soumis à aucune force. Il y a un électron qui est soumis à aucune force, comme n'importe quel objet qui est soumis à aucune force. Il lui arrive quoi? Oui? Eh ben ouais. Première loi de Newton, principe de l'inertie, un système qui est isolé, c'est-à-dire par définition un système qui est soumis à aucune force, il va tout droit à vitesse constante. Donc, mon truc qui est ici, il a une certaine vitesse, et il va continuer tout droit à cette même vitesse. Là, il est même un peu courbé, mon truc. Voilà. Mon condensateur lui a permis d'acquérir une vitesse, lui a permis de changer sa direction. Une fois qu'il sort du condensateur, il continue à aller tout droit. Qu'est-ce qui pourrait faire que, si on réfléchissait quand même, on ne serait pas tout à fait d'accord? Oui. Alors, c'est vrai que sur le fond, dire que là j'ai une coupure en disant là j'ai du champ électrique et puis là j'en ai zéro, c'est pas vrai. Tout ce qui devient égal à zéro s'annule petit à petit. Donc, mais je vais rester dans ma théorie. Non, il y a plus simple que ça. C'est que pour avoir. Oui. Alors, il faut faire attention avec cette histoire de frottement de l'air. N'oubliez pas, hein, les frottements de l'air, c'est quand même le frottement des molécules d'air contre l'objet. Là, on parle d'un électron. Hein. Donc, au niveau de la taille, alors il y a quand même des trucs qui peuvent se passer. Il peut tout simplement rencontrer une molécule, auquel cas ça va faire un choc. Mais là, ça changera sa direction, son sens, c'est autre chose. Oui. Ouais. Mais pourquoi en fait il est attiré par le bas dès qu'il sort du condensateur? Oui. Ouais. Et c'est soumis à quelle force? Voilà, le poids. C'est-à-dire que ici, on a montré mathématiquement que le poids c'était négligeable parce que la force électrique était à des milliards de fois supérieure à lui. Mais enfin, une fois qu'on est sorti du condensateur, il n'y a plus de force électrique. Donc du coup, en fait, théoriquement, mon système n'est pas soumis à aucune force. Il est soumis à son poids. Sauf qu'on a fait le calcul, le poids d'un électron, c'est 10 puissance moins, alors si je compte un peu large, c'est 10 puissance moins 29 newtons. Donc 10 puissance moins 29 newtons, c'est vraiment une force qui est toute petite. Et là, quand il sort du condensateur, alors on ne fera pas l'application numérique, mais il sort à plusieurs milliers de kilomètres par seconde. Donc c'est pas le poids qui va faire changer sa trajectoire. J'ai une force qui est très petite, j'ai un objet qui va très vite, ça ne changera rien. D'accord sur l'idée? Allez, je résume tout ça. Vous notez. À la sortie du condensateur, la force électrique s'annule. À la sortie du condensateur, la force électrique s'annule. L'électron n'est plus soumis. La force électrique s'annule. L'électron n'est plus soumis qu'à son poids. L'électron n'est plus soumis
qu'à son poids. L'électron n'est plus soumis qu'à son poids. Cette force a une action négligeable. Cette force a une action négligeable sur l'électron. Cette force a une action négligeable sur l'électron. Vous pouvez rajouter entre parenthèses, si vous voulez, environ 10 puissance moins 29 newtons. Cette force a une action négligeable sur l'électron, environ 10 puissance moins 29 newtons. Donc, le mouvement d'électrons, devient rectiligne et uniforme. Donc, le mouvement de l'électron devient rectiligne et uniforme. À cause du principe de l'inertie. Donc, le mouvement de l'électron devient rectiligne et uniforme à cause du principe de l'inertie. Bon, le deuxième cas de figure, c'est l'autre cas, il va toucher la plaque positive. Donc, deuxième cas, j'ai mon x de T1 qui est inférieur à L. Alors, attention, vous avez vu que mon premier cas, c'est supérieur ou égal, et mon deuxième cas, c'est strictement inférieur à L. Parce que quand vous êtes à L, finalement, entre guillemets, je vais avoir mon électron qui va frôler la plaque du condensateur, et donc qui va sortir. Donc, inférieur ou égal à L, là, il n'y a pas de problème. Il y a un point d'impact sur la plaque positive. Donc, voilà pour le point d'impact. Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. Dernière partie de la question, la vitesse. Donc, ce qui va être la vitesse d'impact sur le condensateur dans mon deuxième cas, mais ce qui va être, parce que c'est les mêmes équations, la vitesse de sortie de l'électron dans le premier cas. On va chercher en fait les coordonnées du vecteur vitesse à l'instant T1. Pour x, c'est facile. Donc, calcul de la vitesse. Donc, l'abscisse du vecteur vitesse, c'est pas un problème, on l'a vu, de toute manière, c'est une constante CV0. Et l'ordonnée du vecteur vitesse, j'ai mon équation qui est ici. Donc, mon ordonnée du vecteur vitesse, YV, c'est moins QE sur M fois T1. Et même remarque que tout à l'heure, allez pas vous casser les pieds. J'ai Q, j'ai E, j'ai M, j'ai T1, je fais mon application numérique. Je ne remplace pas par la racine carrée, je ne fais pas des simplifications. On pourrait le faire, mais en l'occurrence ici, dans une application, j'ai ma valeur. Ça, vous mettez la valeur numérique. Ça, vous mettez la valeur numérique. Et est-ce qu'on a résolu la question? Non. Parce que je vous demande la valeur de la vitesse, et là, on a calculé les coordonnées du vecteur vitesse. Autrement dit, j'applique ma relation V en termes de racine carrée de xv carré plus que yv carré. Je finis ici.
Bon, je finis simplement en remplaçant xv et yv par leur expression pour avoir une vitesse qui vaut donc racine carrée de xv carré v0 carré plus yv carré, donc plus q carré e carré sur m carré fois t1 carré. Et là, le moins disparaît parce que j'ai mis au carré. Et donc, on va terminer là-dessus. On voit bien que j'ai une accélération. Je termine, puis je vous donne la parole après. On voit bien que j'ai une accélération parce que j'ai V0 carré plus quelque chose. Donc, si je reprends le terme habituel, le terme qui est ici correspond au gain de vitesse. Je suis rentré avec, je ne sais pas moi, 10 mètres par seconde, et je suis sorti avec 10 mètres par seconde plus ce terme-là. Donc, on a pu doubler. Alors, après, derrière, ça va dépendre bien sûr des valeurs. Oui, monsieur Sibé? Oui, ouais. Un truc comme ça? Oui, bien sûr. Alors par contre, n'oubliez pas le T1 carré derrière, quoi. Ou alors mettez carrément le T1 dans la parenthèse, ça pose pas de problème. D'autres questions? Voilà, on a fini ça. Donc, vous, comme vous avez le contrôle, la prochaine fois que vous allez venir, vous allez travailler que sur la partie loi Newton et chute libre. Hein, et vos camarades de l'autre groupe, eux, ils vont travailler sur chute libre et puis mouvement de la particule chargée. Donc, eux, par contre, je vais supprimer les lois de Newton. Donc, je vais supprimer tout ce qui est statique. Voilà. Si vous n'avez pas de questions particulières, on corrige l'exercice 7. Ah. Où est-ce qu'il est, Tarzan? Ah, pendant que j'y pense, sinon j'ai oublié, je vous distribue la planche d'exercice sur la partie du mouvement de particule chargée. Ah non, la statique, c'est ce qu'on a fait sur le principe de l'inertie. Donc, au tout début de notre chapitre, tout à l'heure, on a fait un grand 2 loi de Newton. Premièrement, première loi, deuxièmement, troisième loi. Et ensuite, on est passé à la chute libre. Et donc, quand on a fait le principe de l'inertie, on a fait, je crois que j'avais mis, vous savez, le tampon effaceur sur la règle. Je vous avais fait un truc comme ça. J'avais mis la règle comme ça, mis le tampon effaceur. Et comment on fait, quelles sont les forces qui s'exercent dessus, comment on fait pour trouver l'intensité des forces. Allez, on corrige Tarzan. Oui. Ouais. Non, mais je vous ai dit, hein, les 4, 5 et 6 hein, n'avaient pas vocation à être corrigés parce que c'est de l'application directe du cours. Oui. Donc vraiment, ces 3 exercices, le 4, le 5 et le 6, je vous demandais tout simplement de refaire le cours et puis ensuite d'utiliser les équations pour faire des applications numériques dont je vous ai donné les résultats. À chaque fois, je vous ai mis entre parenthèses les valeurs numériques. Que ce soit pour, je sais plus, je crois qu'il y a un truc qui tombe de la tour Eiffel, j'ai fait le joueur de foot, et puis le dernier, c'est, ah oui, c'est les fusées d'artifice. Donc à chaque fois, quand il y avait des applications numériques, je vous ai donné les résultats. D'ailleurs, quand j'y pense, l'exercice 6, je me suis trompé dans les résultats de l'exercice 6. C'est pas du 18,9, c'est en fait c'est du 11,8. Je crois. Voilà. Donc ces exercices 4, 5 et 6, vous les faites quelque part chez vous avec le cahier et à côté la planche d'exercice. Et vous passez de l'un à l'autre. Oui.
Et si jamais il reste des questions par rapport à ça, quelque part, je dirais, c'est des questions de cours. À ce moment-là, vous m'envoyez un petit mail sur le NT, et puis j'essaye de vous répondre aussi rapidement que j'y pense. Mais normalement, je le fais. En tout cas, jusqu'à présent, j'ai toujours fait. Même si c'est vrai que parfois, je mets un peu de temps. Non, celui qui m'intéresse et qu'on va corriger ensemble parce que il est représentatif de ce que vous aurez dans 15 jours, c'est Tarzan. Alors, je redessine. Je vais pas faire le dessin qui est là-dessus parce que sur l'énoncé parce que vous l'avez, mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur le dessin ce qui m'intéresse. Donc le singe pour moi, c'est S. La flèche pour moi, c'est F. Première chose importante, on est dans un énoncé, le repère vous est fourni. Ça veut dire que même si vous le souhaitiez, vous n'avez pas le droit de changer de repère. Donc le repère est en position initiale de la flèche à 0, et on a une flèche qui va être envoyée avec une vitesse V0, inclinée d'un axe, d'un angle alpha, par rapport à l'axe des abscisses, donc par rapport à l'horizontale. Et le singe se trouve à ce moment-là une coordonnée, alors j'ai appelé ça D et H. Donc j'ai ici une coordonnée petit d, et ici une coordonnée petit h. Ça, c'est les coordonnées du singe. Et vous vous rappelez que les coordonnées, c'est aussi des distances. Les coordonnées, c'est des distances par rapport à O, par rapport au point d'origine du repère. Donc ça correspond aussi à la distance qui sépare Tarzan du petit singe. Et ça correspond aussi à la hauteur du singe par rapport au sol. Alors, en général, cet exercice pose des problèmes. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Vous me l'avez préparé correctement, quand même, ce truc-là? Levez la main, ceux qui l'ont préparé, là. Ouais, c'est les petites mains. Faut faire le boulot, hein, chez vous. Sinon, comment vous voulez progresser? Alors, par rapport à mes trois autres exercices, là, ici, je suis dans quel type de situation par rapport à notre cours? Vous vous rappelez, j'ai un problème. J'ai un exercice à faire en devoir. Quand je lis l'exercice, avant de commencer à répondre à la question, qu'est-ce que je me dis? Ouais. Ouais. Mais beaucoup plus général que ça. J'ai cet exercice dans un contrôle. Je lis mon exercice. Premier réflexe, je me dis quoi? Alors, premier réflexe, ça doit être normalement je sais le faire. C'est important. Mais ensuite, première chose, comment j'analyse ça? On est bien d'accord, on ne démarre pas bille en tête. Oui. Avant même ça. Mais vous avez raison. L'idée, c'est ça. Je regarde l'énoncé et ma première question, c'est au niveau de mon cours, ça correspond à quoi? Toujours. J'essaye de rattacher ça en cours. Parce que je travaille mon cours, donc j'ai plein de choses dans la tête, et j'essaye de rattacher ça à ce que je sais sur cette partie du cours. Et là, ici, j'ai quelle partie du cours? Oui. Voilà. Chute libre avec vitesse initiale quelconque pour la flèche. C'est clair, ça se voit bien. Est-ce que c'est tout? Posé comme ça, bien évidemment, la réponse c'est quoi? C'est non. Alors, qu'est-ce que j'ai en plus? Ouais.
Ouais, mais ça, c'est dans ma vitesse initiale quelconque. Donc, dans le cours, l'angle alpha, je l'avais. Ah. Coup de chance, par rapport à mon cours, l'angle alpha est au même endroit. Vous vous rappelez que de temps en temps, on mesure par rapport à l'axe vertical. Oui. Eh ben ouais, il y a le singe aussi. Il y a la flèche qui bouge, mais il y a le singe qui se laisse tomber. Donc en fait, là, contrairement aux exercices 4, 5 et 6, où je vous ai vraiment fait faire du copier-coller du cours. Vraiment, là, ici, en fait, j'ai deux choses en même temps. J'ai une chute libre avec une vitesse initiale quelconque, c'est la flèche. Donc je sais ce qui va se passer. Je vais avoir un mouvement parabolique. Et puis j'ai une chute libre sans vitesse initiale, c'est le singe. Oui. D'accord là-dessus? Une fois qu'on a ça en tête, après, bon, bien sûr, on lit les questions et on s'organise. Première question, trouver la loi horaire du singe et de la flèche. Donc là, on est vraiment typiquement dans le cadre du cours. Donc, je vous rappelle, pour qu'on soit bien clair, hein, le contrôle que vous allez avoir dans 15 jours, c'est du cours à 95%. Je vous demande d'apprendre votre cours, de comprendre votre cours et de me ressortir votre cours. On va avoir exactement la même chose. Et ce sera toujours le cas, que ce soit dans le contrôle que l'on va faire le vendredi, mais que ce soit au niveau du bac aussi, c'est toujours pareil. Je vous rappelle, si vous voulez vous entraîner un petit peu, que vous avez le site Labo Lycée, dans lequel vous avez tous les exercices de bac depuis 2003 qui sont listés, et qui sont listés par thème. Donc si vous voulez trouver des trucs de chute libre, il suffit de regarder dans Labo Lycée, vous vous mettez sur la partie thématique, et puis vous regardez les exercices de chute libre. Mais si vous regardez, vous verrez, ils sont tous corrigés. Si vous regardez, c'est toujours pareil. Donc après, ici, je vais avoir deux travaux à faire en parallèle, étude de la flèche, étude du singe. Et donc moi, ce que je vais faire, c'est que, alors après, ça se fait comme on veut, hein. Je commence par le singe parce que chute libre chute libre sans vitesse initiale, c'est quand même plus simple. Je ne vais pas complètement refaire le cours, ça ne sert à rien, vous l'avez sous les yeux. Mais je vais vous donner les différentes étapes. Donc, premier cas, l'étude du singe, que je vais appeler S. Première chose, et j'insiste là-dessus, n'oubliez pas, la présentation, ça ne vous prend rien comme temps, et ça vous rapporte 0,25 points. Parce que c'est comme ça que je le compte. Alors c'est sûr, 0,25 points, c'est pas énorme. Mais vous vous rappelez ce que je vous dis depuis le début de l'année, la meilleure manière de gagner des points, c'est de commencer par pas en perdre. Ces 0,25 là, c'est mieux de les avoir que pas les avoir. Et ce que je vous demande simplement de me faire pour ça, c'est système de singe, référentiel terrestre, repère OXY du schéma, et le bilan des forces exercées sur le système, le poids P, et il n'y a que lui parce que on a supposé qu'on était en chute libre. Voilà. Et donc je répète, c'est sûr que 0,25 points, c'est pas énorme, mais enfin d'un autre côté, c'est pas compliqué non plus à faire. Toujours pareil. Et une fois qu'on est là, deuxième loi de Newton, somme des forces égale m fois le vecteur accélération. On applique la deuxième loi de Newton. Non, bon. On applique la deuxième loi de Newton au système. Et puis, comme on a fait plusieurs fois en cours, vous réécrivez la formule. Somme des forces est égale à m fois le vecteur accélération, c'est-à-dire P égale m fois le vecteur accélération.
Et boum, 0,25 points de plus. On termine pour avoir les coordonnées du vecteur accélération. P, on sait par définition que c'est aussi mg, ce qui me donne P égale ma, donc mg égale à ma. Le m, c'est la masse du système. Enfin bref, je suis en train de vous refaire la même chose que premièrement dans notre paragraphe de chute libre. La seule chose, c'est que là, ici, c'est le système singe. Mais voilà. Je simplifie ensuite par les masses pour avoir un vecteur accélération qui est égal à petit g. Oui. Oui, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez mettre ici directement poids P, et puis vous mettez P égale mg, et puis on est tranquille après. Oui, tout à fait. Et enfin, je termine. Vous vous rappelez que petit g, c'est un vecteur qui est dirigé comme ceci, parce que tout simplement, c'est lui qui donne la direction et le sens du poids. Je termine cette partie-là. Et donc, à partir de là, j'ai l'abscisse du vecteur accélération. Non. Je vais mettre sous notre forme. L'abscisse de petit g, c'est 0. L'ordonnée de petit g, c'est moins petit g. Pourquoi je mets que l'abscisse, c'est 0 alors que l'abscisse de g, elle est là? Ouais. Et ah, j'ai mis là le repère. Attention, n'oubliez pas, l'abscisse de petit g, c'est pas ça. Vous vous rappelez, j'ai un vecteur, donc un vecteur AB. L'abscisse de B, c'est x de B moins x de A. Okay. Donc l'abscisse d'un vecteur, c'est la coordonnée de la flèche moins la coordonnée du début de le vecteur. Et comme les deux coordonnées sont identiques, bah D moins D, ça fait 0. Okay. Donc faites bien attention à ça. Ou, si vous avez des problèmes, vous vous rappelez ce que je vous ai dit, on n'est pas vraiment sûr de petit g, c'est pas grave, petit g, j'ai le droit de le dessiner où je veux, donc je le dessine ici. Et là, ici, on a moins de questions à se poser, on voit bien que l'abscisse est égale à 0. Et non, c'est ce que j'allais vous dire juste après, c'est-à-dire que comme vous êtes en terminale, que vous faites des vecteurs depuis un certain temps, entre guillemets, le correcteur vous fait confiance, c'est-à-dire que vous avez juste à donner les coordonnées de petit g, et on n'ira pas vous embêter là-dessus, vous aurez tous les points là. Par contre, n'oubliez pas de terminer l'équation avec abscisse de A égale abscisse de G est égal à 0, ordonnée de A égale ordonnée de G égale moins petit g, puisqu'on a le vecteur A qui est égal à vecteur G, ça veut dire que les deux coordonnées sont identiques. Et parce qu'on vous demande les coordonnées. Voilà. Même si majoritairement vous recopiez ça bien, et puis quelque part, c'est pas une mauvaise chose de le faire, c'est une photocopie du cours. Hein. Allez, prenez 5 minutes, et puis on corrigera tout à l'heure, on finira de corriger tout à l'heure. Mademoiselle l'a fait. Donc vous avez vu, hein, c'est pas un bon devoir du tout, c'est beaucoup d'erreurs. Monsieur Millot, je vous donne votre correct. Non, vous l'avez déjà eu? D'accord. Donc, vous mettez un petit mètre pour ma parole? Oui? Je ne sais pas. Ah non, vous non. Ça, c'est vous. Et votre programme de révision, c'est les lois de Newton, donc notamment la statique, hein, et puis la chute. C'est que vos camarades de l'autre groupe qui auront l'accélérateur de particules.
Ah, ils n'auront pas, à mon avis, quelque chose de plus compliqué que vous, parce que finalement, mouvement d'une particule chargée et chute libre, c'est les mêmes équations. Voilà. Ah oui, j'étais en train de me dire que je n'avais pas marqué chute libre, mais il y a bien marqué qu'on existe une force de traitement. Donc ça va. Donc on est bien d'accord, vous le point de départ, même si ce n'est pas forcément très agréable, et puis ensuite, on aura la possibilité oui, parce que j'ai regardé sur le LT, en fait, sur le LT, il y a l'emploi du temps, mais il y a peut-être des choses qui ont changé si vous avez un emploi du temps hebdomadaire. Non? Vous voulez qu'on regarde si vous avez votre emploi du temps pour vous? Après, derrière, comme c'est une semaine sur deux, si jamais on est à synchrone, ça veut dire que ça marchera jamais. On est quoi, là, donc c'est là, et donc c'est là. Et ça marche pas. C'est pas bon, c'est la mauvaise semaine. Ah,
Bon, alors. On reprend là-dessous. Alors, à partir de là, je vous ai fait tout développer. À partir de là, je vais être plus rapide. Puisque la partie qu'on va faire, c'est là aussi encore purement du cours, que le cours, vous l'avez. Là, je vais être un petit peu plus rapide pour les équations. C'est-à-dire que à partir de x de a, pardon, j'ai une bêtise, je vais être un petit peu plus rapide parce que je suis en train d'étudier le singe. Donc le singe, je vous ai dessiné ça en pointillé, c'est un mouvement de chute libre sans vitesse initiale, auquel cas mon mouvement il est vertical. Donc le mouvement du singe, ça va être ça. C'est donc un mouvement qui est parallèle à l'axe des Y. C'est pas l'axe des Y, l'axe des Y il est là. Mais c'est un mouvement qui est parallèle à l'axe des Y. Donc du coup, il n'y a qu'une vitesse verticale, il n'y a pas de vitesse horizontale. Donc le mouvement est parallèle à l'axe Y. Donc j'ai une abscisse du vecteur vitesse qui vaut 0. Et là, attention de ne pas vous laisser porter par l'habitude. De tous les mouvements qui étaient sur l'axe Y, j'avais x de a qui est égal à 0, x de b qui est égal à 0, et l'abscisse du vecteur position qui était égal à 0. Là, ici, ce n'est pas le cas. J'ai bien un x de a qui est égal à 0, j'ai bien un x de v qui est égal à 0, mais regardez bien. Mon singe, il est là. Sa position, c'est petit d. Il va tomber comme ceci, il va tomber à x égale à d. Parce que je n'ai pas posé le repère sur le singe, j'ai posé le repère sur la flèche. Pourquoi je ne peux pas faire un repère avec le singe et un repère avec la flèche? Ça serait plus sympa. Ça me permettrait de faire exactement comme dans le cours. Ouais. Ouais. Mais bon, le repère est défini dans l'énoncé par rapport à la flèche. Il y a une autre raison qui fait que je suis obligé de faire mes deux lois horaires exactement dans le même repère. Ouais. Et voilà, l'idée c'est ça. C'est que la finalité, c'est de voir est-ce que la flèche va toucher le singe. Donc, la finalité, c'est je calcule la loi horaire pour le singe, je calcule la loi horaire pour la flèche, et ensuite je vais comparer les lois horaires pour savoir s'il y a un point d'intersection. Et donc, si je veux comparer les lois horaires, il faut que ces lois horaires soient dans le même repère. Sinon, je fais deux équations qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, et si elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre, je ne peux pas en tirer des propriétés communes. Donc, comme je veux rassembler mes deux équations, je suis obligé de faire qu'un seul repère. Et dans ce repère ici, l'abscisse du singe, c'est ça. Donc, j'ai bien un x qui est égal à 0 pour le vecteur vitesse, mais j'ai un x qui est égal à d pour le vecteur position. Et ça, il faut vraiment y faire attention, parce que si ça, vous ne l'avez pas et que vous mettez 0, entre guillemets, par habitude, tout le reste, ça ne marchera plus. Donc, l'idée, c'est que mon mouvement est vertical. Le singe se laisse tomber. Donc, effectivement, comme le mouvement est vertical, il n'y a pas de chose qui se passe horizontalement. Donc, je n'ai pas d'accélération sur l'horizontale et je n'ai pas de vitesse sur l'horizontale. Mais, comme le mouvement est vertical, mon singe, il va toujours avoir la même valeur de l'abscisse de sa position. Sa position sera toujours à la distance petit d par rapport au point origine. Et donc, pour dire que la position, c'est toujours petit d, je mets x égale à d. Voilà. Ça, vous le mettez, et dans un devoir ou jour du bac, il n'y a pas besoin de le justifier plus que ça. Le mouvement est parallèle à l'axe Y, donc x de v égale à 0, et x égale à d. Éventuellement, vous mettez comme sur schéma. Et puis y. Donc maintenant, ce qui se passe sur l'axe des ordonnées, eh bien là, c'est le travail habituel. Vous vous rappelez, l'ordonnée du vecteur accélération, c'est la dérivée de l'ordonnée du vecteur vitesse par rapport au temps, et ça, c'est moins g. Donc, YV,
est la primitive de moins g. Et là, je ne refais pas le cours. Parce qu'autrement, de toute manière, on n'aura pas le temps de finir l'exercice. Et je veux absolument que ce soit fini et qu'on ait travaillé un petit peu sur l'énergie avant de finir le cours. Donc là, je vais directement à la solution. Mais je vous rappelle l'idée. G primitive moins g, ça fait moins gt plus constante de primitive. Et ma constante de primitive, elle est donnée par les conditions initiales. Et donc, on arrive à la fin par un YV est égal à moins GT. Et donc ça, je vous laisse le vérifier sur votre cours. Là, on est dans le paragraphe 2, je suis clip sans vitesse initiale. Une fois que j'ai ma coordonnée de vecteur vitesse deuxième primitive, YV, c'est la dérivée de l'ordonnée du vecteur position par rapport au temps, c'est moins GT. Oui. Non, par contre, vous avez raison, j'ai oublié quelque chose. Et j'ai oublié quelque chose d'important parce que je n'ai pas fait assez attention. On va avoir deux lois horaires, le singe et la flèche. Il faut bien que je montre quelle loi horaire appartient au singe, quelle loi horaire appartient à la flèche. Sinon, au niveau de nos équations, on va se mélanger. Donc, tout ce qui concerne le singe, je vais mettre un S. Tout ce qui concerne la flèche, je vais mettre un F. Autrement dit, ici, c'est XV de la flèche, X de la flèche, YV de la flèche et Y de la flèche. Et j'aurais dû y penser. Merci. Oui. Pardon. Et en plus, je me trompe. C'est le singe. Voilà. Donc, alors, ça surcharge les équations, on en est bien d'accord. Mais de toute manière, je n'ai pas le choix parce qu'il faut bien que je définisse et que je sépare ce qui concerne la flèche du singe. Et donc, ici, pareil, ça veut dire que Y singe, c'est la primitive de la vitesse du singe, etc., etc. J'arrive à l'ordonnée du singe, c'est moins 1,5 de gt carré, plus petit h, puisque la position initiale du singe, c'est à une hauteur h au-dessus du sol. C'est exactement la même méthode qu'en cours, c'est exactement le même résultat qu'en cours. Donc, quelque part, si je fais des repères par rapport aux autres, c'est l'équivalent de l'exercice 4. On a bien la loi horaire du singe. X du singe, ça vaut D. Y du singe, c'est moins 1,5 de gt carré plus petit h. Fin de la première partie. Maintenant, je passe à la flèche. Et donc, la flèche, je suis libre avec une vitesse initiale quelconque. Donc, je connais, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. C'est surprenant. Bon. Et attention, avec la flèche, on recommence tout depuis le début. Dans le cadre d'un exercice en devoir ou dans le cadre d'un exercice du bac, je n'aurais pas présenté comme ça. J'aurais présenté, premièrement, on va étudier le mouvement du singe. Et question petit a, petit b, petit c, petit d. Petit a, trouver les coordonnées du vecteur accélération. Petit b, trouver les coordonnées vecteur vitesse. Petit c, trouver la loi horaire. Et deuxième question, on étudie le mouvement de la flèche, etc. etc. Vous voyez, donc, dans un devoir, ce serait beaucoup plus détaillé qu'ici. Mais là, comme je savais qu'on allait corriger ensemble, on reste un petit peu rapide sur l'énoncé. Donc, maintenant, deuxième cas, étude de la flèche. Que j'appelle F. Et j'insiste, parce que les années précédentes, tout le monde ne le faisait pas forcément. On reprend depuis le départ, c'est-à-dire système, référentiel, repère, etc. Système, la flèche. Référentiel terrestre.
repère OXY du schéma. Et le bilan des forces exercées. Sur le système. J'ai mon point P. Parce que je suis en chute libre. Dans l'énoncé, on vous dit que toutes les forces de frottement sont négligées. Voilà. Et boum, je récupère 0,25 points en plus. Oui. Pareil. C'est-à-dire que dans l'énoncé, on vous dit que tout ce qui est force de frottement est négligé. Alors, ouais, ça, n'oubliez pas, ça c'est une vitesse. Je suis d'accord avec vous, pour avoir obtenu cette vitesse, il a fallu que Tarzan tire sur l'arc. Donc la flèche est soumise à la force de l'arc. Mais moi, je commence mon étude au moment où la flèche sort de l'arc. Et donc à ce moment-là, il n'y a plus de force due à l'arc, et cette force, elle se traduit par cette vitesse. Mais c'est une vitesse, c'est pas une force. Oui. C'est exactement la même chose. On est d'accord. Enfin, quand je dis même chose au décollage, on parle bien de la réaction normale au support. Voilà. Bon, on continue. Exactement pareil. On applique la deuxième loi de Newton. À la flèche. Somme des forces est égale à m fois le vecteur accélération. Donc P égale à m fois le vecteur accélération. Et là, pour la même raison que je vous ai dit tout à l'heure, on a développé ça il y a 5 minutes, c'est les mêmes équations, c'est les mêmes calculs, c'est le même raisonnement, on arrive au même résultat. Et on finit par XA égale à XG égale à 0, YA égale à YG égale à moins G. Donc toutes les parties intermédiaires, vous les faites. Mais moi ici, pour gagner du temps, je laisse de côté. Oui. P égale MA, donc et P égale MG, donc MG égale à MA, donc le vecteur, après simplification, le vecteur accélération est égal à petit g. Les coordonnées de petit g, c'est 0 et moins g. Vraiment ce que on a écrit auparavant, ou ce qu'on a écrit dans le cours, dans la partie premièrement. Et la chute libre au début, c'est un peu compliqué parce qu'on voit plein de choses, parce que c'est des maths, etc. Mais finalement, à la fin, on fait tout le temps la même chose. Donc il faut comprendre ce qu'on fait, il faut apprendre ce qu'on fait, et après derrière, c'est l'automatisme. Alors, avant de faire mes primitives, je vais faire comme on avait fait dans le cours, je vais quand même bien mettre en évidence les constantes de primitives. C'est-à-dire les conditions initiales, où se trouve la flèche, comment se comporte la flèche à l'instant t égale à 0, pour pouvoir calculer mes constantes de primitives. Donc, ce que j'ai appelé dans le cours les conditions initiales, à t égale à 0. Même si c'est les mêmes qu'en cours, comme c'est là où il a fallu être plus prudent, etc., je préfère quand même les revoir avec vous. Il y a des conditions initiales qui sont faciles, c'est la position. J'ai mis le point origine du repère sur le point de départ de la flèche. Donc c'est clair que l'abscisse de la flèche, c'est égal à 0, et l'ordonnée de la flèche, c'est égal à 0 à l'instant initial, parce que j'ai placé mon repère à cet endroit-là. Donc, le début de ma flèche est ici, ça fait 0, 0.
ne vous le mélangez pas. Hein. Ça, c'est les conditions initiales de position. Donc, ça me servira à faire mes constantes de primitives de position. Donc, ce sera pour les dernières primitives. Celles qui me donnent la loi horaire. Ensuite, j'ai mes constantes initiales, enfin mes constantes de primitives et mes conditions initiales sur la vitesse. Et vous vous souvenez le principe, mon vecteur vitesse V0, il est là, incliné d'un angle alpha ici. Donc l'abscisse de la vitesse initiale, elle est là. L'ordonnée de la vitesse initiale, elle est là. J'avais fait un travail de trigonométrie, que je vous demande de savoir faire, bien sûr, mais que l'examinateur ne vous demande pas de montrer. À partir du moment où vous êtes là, exactement comme les coordonnées de petit g, on vous fait confiance en termes de savoir-faire, et vous avez juste à dire que l'abscisse de la vitesse de la flèche à l'instant initial, c'est V0 cosinus alpha. C'est V0 cosinus alpha parce que ça correspond au côté adjacent. Et l'ordonnée de la vitesse initiale de la flèche, c'est V0 sinus alpha. Attention à une chose importante aussi. Il y en a certains qui peuvent se dire, bon, si je ne sais pas faire, c'est pas grave, j'apprends par cœur, c'est toujours la même chose. En dehors du fait que de temps en temps, c'est pas toujours la même chose. C'est vrai que c'est quand même 80-90% la même chose. N'oubliez pas que là, on est en train d'étudier la chute libre. Donc savoir ça par cœur pour vendredi de la semaine d'après, finalement, quelque part, ça se fait. Mais le jour du bac, c'est tout qu'il faut avoir en tête. Et donc, si vous apprenez par cœur les choses sans vraiment les comprendre, ça va faire vraiment beaucoup de choses à apprendre par cœur. C'est pas sûr que vous ayez une mémoire qui permette de tout stocker. Parfois si, ça dépend de chacun d'entre vous, si vous entraînez pour faire la mémoire, etc. Mais voilà, faites attention, la compréhension, à mon sens, c'est quelque chose d'important, même si la mémorisation, c'est largement aussi important. Voilà, oui. Parce que ce que je veux, c'est des abscisses et des ordonnées. Donc ce que je veux, c'est quelque chose qui me donne cette longueur-là et cette longueur-là. Et donc cette longueur-là, grâce aux propriétés du rectangle, c'est cette longueur-là ici. Et donc j'ai des cosinus et des sinus parce que ici, j'ai un beau triangle rectangle. Et que vous savez que dans le triangle rectangle, les longueurs sont directement liées à l'angle par des sinus, par des cosinus, éventuellement par des tangentes, mais là, j'en ai pas besoin. Donc c'est pour ça que je fais intervenir des cosinus et des sinus. C'est bon pour tout le monde? Après, on refait la même chose, c'est des primitives. Attention, vous vous rappelez que ici, ce que j'ai mis comme mouvement, c'est un mouvement parabolique. Donc mon truc, ma flèche, elle va avoir ce type de mouvement-là. Donc je n'ai pas de x qui est égal à 0, ou des choses comme ça. Tout varie. C'est la partie la plus compliquée. C'est surtout la plus compliquée, c'est surtout la partie la plus longue. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne reviens pas sur la partie courte, je remets les étapes essentielles, c'est-à-dire que je vais commencer par faire mes primitives pour avoir les coordonnées du vecteur vitesse, avec toujours la même méthode. L'abscisse du vecteur accélération, c'est la dérivée de l'abscisse du vecteur vitesse par rapport au temps, et ça fait 0. Je fais ma primitive, je calcule ma primitive, et j'ai une abscisse du vecteur vitesse de la flèche, j'ai oublié le f, qui est égale à V0 cos alpha. Et c'est bien une constante, puisque quand je la dérive, je suis censé trouver 0. Toujours pareil, on est bien d'accord, il y a tout le raisonnement. Donc, xv, la primitive de 0, xv est égal à une constante, at égale à 0, la constante, etc., etc. Donc, on refait en l'intégralité du travail ici. Même chose de l'autre côté. L'ordonnée du vecteur accélération, c'est la dérivée de l'ordonnée du vecteur vitesse par rapport au temps. C'est égal à moins g. Donc, l'ordonnée du vecteur vitesse, c'est la primitive de moins g, etc., etc., pour arriver à une ordonnée du vecteur vitesse de la flèche qui vaut moins gt plus v0 sinus alpha.
Le moins GT parce que c'est la primitive et le V0 sinus alpha parce que c'est la constante. Oui. Ouais, c'est ça. Toujours pareil avec chaque étape. Vous l'avez vu quand on a fait le précédent devoir sur la cinétique chimique. Hein, vous savez, chaque partie primitive, c'est 0,75 points. Vendredi, ce sera pareil. Chaque primitive, 0,75 points. Autrement dit, le travail ici, si vous me le faites et que vous me le faites correctement, vous récupérez 3 points. C'est quand même pas rien. Et en termes de durée, ici, si vous récupérez 3 points, ça veut dire qu'en gros, j'ai considéré que ça allait vous prendre 18 minutes. On est bien d'accord que si vous connaissez bien votre cours, ça ne prend pas 18 minutes, ce truc-là. À plus vite. Une fois que j'ai mes coordonnées vecteur vitesse, les coordonnées du vecteur position pour ma flèche, pareil. Deux autres primitives. L'abscisse du vecteur vitesse de la flèche, c'est la dérivée de l'abscisse du vecteur position de la flèche par rapport au temps. Et ça, c'est V0 cos alpha. Donc Y est la primitive de V0 cos alpha, etc., 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 pour avoir une abscisse qui vaut V0t cos alpha. Et je fais aussi le symétrique avec Y. L'ordonnée du vecteur vitesse de la flèche, c'est la dérivée de l'ordonnée du vecteur position de la flèche par rapport au temps. Et ça, c'est moins GT plus V0 sinus alpha. Donc l'ordonnée du vecteur position, c'est la primitive de moins GT plus V0 sinus alpha. Je calcule ma constante de primitive et j'obtiens une ordonnée de la flèche qui vaut moins 1,5 de GT carré plus V0t sinus alpha. Et je répète encore une fois, parce que je pense que c'est important et que vous l'ayez bien en tête, copier-coller du cours. Mais vraiment, copier-coller. Il n'y a que le F de la flèche qui change par rapport au cours. C'est le YF qui pose problème? Que vous voyez mal? Je vais le mettre ici. Donc ce que vous avez là, c'est ça. Alors attention, ne vous trompez pas, ceux qui voient bien, ça c'est juste pour que ça puisse mieux se voir. Vous aussi devant votre écran, hein, ça c'est pas la peine de le recopier. Alors ma question c'était, et elle est finie, j'espère qu'on est d'accord, trouver la loi horaire du singe, trouver la loi horaire de la flèche. Ah. À titre personnel, je vous l'ai déjà dit, quand j'arrive comme ça avec la fin des lois horaires, j'aime bien avoir, et dans le cadre d'un devoir, ça peut très bien se faire par exemple au brouillon sur une feuille qui est à côté, j'aime bien avoir mes équations sous les yeux. Comme je sais qu'on va me poser des questions sur les lois horaires, je vais prendre que les lois horaires. Et donc, en résumé, mais ça, c'est pas la peine de l'écrire, hein, c'est déjà fait. L'abscisse du singe, c'est petit d. L'ordonnée du singe, c'est moins 1,5 de gt carré plus petit h. L'abscisse de la flèche, c'est V0t cos alpha. L'ordonnée de la flèche, c'est moins 1,5 de gt carré plus V0t sinus alpha. Voilà, en résumé, ce qu'on m'a demandé. Les lois horaires du singe et de la flèche. Ça va être juste.
Ça va, c'est bon pour tout le monde? Oui. Pour X, V, la flèche C, c'est V0 cos alpha. Ouais, c'est ça. Alors, la question, est-ce que Tarzan va pouvoir manger ce soir? Autrement dit, est-ce qu'il va pouvoir tuer le singe? Bref, est-ce que la flèche va toucher le singe? Comment on va traduire ça mathématiquement? Quelle équation je vais utiliser? Parce qu'on est bien d'accord qu'on va avoir besoin d'équations. Quelle équation je vais utiliser pour dire que la flèche touche le singe? Non? Ouais, monsieur Millot? Non? Monsieur Thibuet? C'est la position de la flèche à la fin. Ouais. Et cette position, elle doit être égale à quoi? À la position du singe. Voilà. Dire que la flèche touche le singe, ça veut dire que la flèche et le singe sont au même endroit, attention, au même endroit, au même instant. Parce que là, je vous ai mis le point d'intersection. La flèche, elle passera toujours par cette verticale. Mais elle peut passer avant ou après le singe. Donc, pour que le singe soit touché, il faut que le singe et la flèche soient au même endroit et en même temps. Ce que je traduis par il existe un instant que je vais appeler T1, où l'abscisse du singe à cet instant est égale à l'abscisse de la flèche à cet instant, et l'ordonnée du singe à cet instant doit être égale à l'ordonnée de la flèche à cet instant. Si cet instant T1 existe, ben à ce moment-là, le singe est touché. Si je n'arrive pas à calculer la valeur de l'instant T1, c'est que le singe n'est pas touché. Même endroit, au même instant. Voilà. Une fois que j'ai ça, le reste, c'est des maths. Je remplace les abscisses et les ordonnées du singe et de la flèche par leur expression que j'ai rappelée ici. Abscisse du singe égale abscisse de la flèche, ça se traduit par abscisse du singe petit d, abscisse de la flèche V0T1 sinus alpha. Donc ça, c'est assez facile de tirer T1. Sur l'axe des Y, c'est un peu plus compliqué. Ordonnée du singe, moins 1,5 de GT1 carré plus petit h. Ordonnée de la flèche, moins 1,5 de GT1 carré plus V0T1 sinus alpha. Premier réflexe, si on n'est pas vraiment matheux, zut, je vais avoir un polynôme de second degré à résoudre. Puis quand on regarde attentivement, bah pas tant que ça. Hein. Moins 1,5 de GT1 carré ici, moins 1,5 de GT1 carré ici, c'est le même moins 1,5 de GT1 carré. Donc du coup, ces deux termes-là, ils vont simplifier. Donc lui et lui, ça simplifie. Pour se retrouver finalement avec mes deux équations, qui sont que D égale V0T1 sinus alpha, et l'autre en bas, il me reste H égale V0T1 cos alpha. Non, j'ai inversé les deux. Zut, j'ai inversé les deux, j'ai oublié le... Pardon, je me suis trompé. Bah, décidément. Excusez-moi, regardez bien ici. C'est pas le sinus, hein, là. C'est le cosinus. C'est X que j'ai là. Donc, modifiez bien. Hein. Et ceux qui sont devant l'écran, pareil, modifiez bien. J'ai fait une erreur, là. C'est un cosinus.
Et là, faites bien attention en termes de signification. Vous ne trompez pas d'objectif. Vous ne trompez pas d'objectif, pourquoi? Parce que quelqu'un qui regarde les choses un peu rapides pourrait me dire, mais monsieur, je n'ai pas besoin de la deuxième équation. Hein. La première, elle me permet de trouver T1 tout seul. Hein. J'ai T1 qui est égal à D sur V0 cos alpha, on va l'écrire tout à l'heure. Donc monsieur, la deuxième équation pour avoir le T1, j'en ai pas besoin. Celle-là, ça me suffit. C'est pas ça la question. Je ne cherche pas à savoir s'il existe un T1 pour que la flèche soit en petit b. Je sais qu'il existe ce T1. C'est clair, ma trajectoire, elle va couper celle-là. Donc je sais que j'ai un point d'intersection. Pour moi, ce qui est important, c'est que je vais calculer le temps nécessaire pour que sur l'axe des X, la flèche soit là, que sur l'axe des Y, la flèche soit là, et que pour que mon système marche, il faut que la valeur de T1 de ma première équation soit égale à la valeur de T1 de la deuxième équation. C'est-à-dire que je vais avoir l'égalité sur les X et sur les Y qui se fait en même temps. Si elle se fait en même temps, ça veut dire que le singe et la flèche sont bien tous les deux ici en même temps. Le singe est touché. Si j'ai une valeur de T1 ici, une valeur de T1 ici qui ne sont pas les mêmes, ça veut dire que le singe est descendu plus rapidement ou pas assez rapidement par rapport à la flèche. Le singe ne sera pas touché. Donc mon problème, ce n'est pas seulement de calculer T1. C'est de vérifier que mes deux équations ont le même T1. Et franchement, quand je regarde, ça n'a pas la même tête. Hein. Et pourtant, ça va marcher. Mais pour ça, il faut aller jusqu'au bout. J'isole T1. Donc on est bien d'accord, je divise par V0 cos alpha. Ma première équation, T1, c'est D sur V0 cos alpha. Puis pareil, je fais passer le V0 sinus alpha en divisant. Ma deuxième équation, c'est T1 égale H sur V0 sinus alpha. Et donc ça marchera si mes deux T1 sont égaux. Donc, ce que je traduis par le singe est touché si D sur V0 cos alpha égale à H sur V0 sinus alpha. Oui? Parce qu'on va le simplifier maintenant. Ouais, donc on va les simplifier. Ce qu'il y a, c'est que je ne voulais pas aller trop vite. J'étape bien par étape. Après, on est bien d'accord, monsieur Stefano Chouir, pour ceux qui sont à l'aise en maths, on peut aussi aller un peu plus vite. Et donc, comme le suggérait votre camarade, j'ai un 1 sur V0 ici, j'ai un 1 sur V0 ici, il suffit que je multiplie par V0 de chaque côté pour simplifier, pour avoir une équation finale de D sur cos alpha égale à H sur sinus alpha. Alors mis comme ça n'a pas une bonne tête. Moi j'ai mes petites habitudes de des trucs comme ça, j'aime bien avoir alpha du même côté. Donc je vais faire un espèce de produit en croix où je vais passer sinus alpha en le multipliant. Ça me fait sinus alpha sur cos alpha. Et je vais passer petit d de l'autre côté. H sur D. Ça montre bien que ma réussite, elle va dépendre dans l'angle alpha. Et c'est logique, hein, si vous voulez toucher quelque chose, c'est important la direction dans laquelle vous tirez. Mais sinus alpha sur cos alpha, ça rappelle quelque chose, ça. C'est quoi comme fonction sinus sur cosinus? Oula, la trigo? Hein? Ouais, c'est ça, c'est la tangente. Et à titre personnel, je crois que c'est là le plus difficile. Parce qu'on arrive à ça, j'ai aucune valeur numérique. J'ai donc aucun moyen de le vérifier. Et là, il faut avoir l'idée de regarder le dessin.
Et à mon sens, c'est ça la partie qui est la plus difficile. On a visé avec V0 qui va vers le singe. Donc mon V0, c'est ça. Ensuite, H, c'est ça. On a vu que H était la hauteur du singe par rapport au sol. D, c'est la distance par rapport au point d'origine. Donc D, c'est ça. Qu'est-ce que je viens de dessiner? Un triangle rectangle. Et la tangente, là aussi, il faut bien connaître sa trigonométrie. La tangente dans un triangle rectangle, c'est représenté par quelle division? Voilà, c'est côté opposé sur adjacent. La tangente, c'est côté opposé sur adjacent. La tangente, c'est côté opposé sur adjacent. Donc, en regardant le graphique, je vois que cette égalité est vraie. Oui. Et là, il n'y a pas d'autre solution. Et après, j'ai fait des maths. Donc, j'ai fait des équivalences. Si ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Si ça, c'est vrai, c'est vrai. Etc., etc. Donc, si ça, c'est vrai, ça marche. Et donc, T1 existe. Donc, le singe est touché. Et donc, on termine en disant, sur le graphique, oui, c'est un petit peu bas. Je vais monter au-dessus. Je reprends ma phrase. Donc, sur le graphique, on voit que cette égalité est juste. Donc, le singe est touché. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Parce que bien évidemment, ce qui intéresse le correcteur, c'est que vous ayez su faire tout ce qu'il y avait avant. Finalement, à la conclusion, on s'en fout un peu, quoi. Ça, on vous mettra 0,25 points dessus, c'est mieux de les avoir. Mais ce qui est important, c'est toutes les capacités de calcul que vous avez montrées. Voilà. Oui. Alors non, parce qu'il ne faut pas oublier que l'angle alpha a été choisi en direction du singe. Donc ça ne marche que si on vise le singe. C'est là où c'est amusant, parce que vous visez le singe, si le singe ne bouge pas, vous ne le touchez pas. C'est uniquement parce qu'il est un peu idiot et qu'il essaye d'échapper au tir. Mais bon, si les singes étaient intelligents, hein, c'est eux qui feraient les équations, et puis le reste. Voilà. Des questions sur cette partie-là? Bon, on ne va pas avancer beaucoup par rapport à ce que je voulais faire, mais avec les rappels, ça suffira. Si vous n'avez pas de questions, donc on a fini tout ce qui est utilisation des lois de Newton pour les trajectoires. On va revenir maintenant sur l'énergie. Le mouvement de particules chargées, c'était un grand 4, hein, je crois. Hein, 1, présentation, 2, loi de Newton, 3, ça devait être chute libre, et puis 4, mouvement. Donc on est dans un paragraphe grand 5. On va avoir juste le temps. J'appelle ça l'aspect énergétique de la mécanique. Et on va commencer par les rappels. C'est bon, je peux effacer ma petite conclusion, là? Tout le monde a pris? Sans ordre ou quoi que ce soit. De quoi vous vous souvenez sur l'énergie en mécanique? Ouais. Alors, énergie cinétique. Qu'on note sous la forme EC. Et donc cette énergie cinétique, son équation, c'est ouais, 1/2 de
Non, pas tout à fait. C'est une cinétique, donc il y a besoin de la vitesse. Donc effectivement, une énergie cinétique, 1,5 de mv carré. C'est quoi cette énergie? Et c'est quoi comme type d'énergie? Bon, on va reprendre, on en reparlera après. Monsieur Schifano? Ouais. Énergie potentielle de pesanteur. Et là, on retrouve un petit peu ce que disait votre camarade. Vous vous souvenez de la formule? Ouais. Alors, attention, en première, souvent, on met MGH. J'aime pas du tout. Je préfère MG alors. Z ou Y, ça dépend ce que vous mettez sur l'axe des ordonnées. Comme nous, on a fait depuis le début un axe des ordonnées qui était sous la forme Y, je vais le mettre sous la forme Y. Vous embêtez pas trop pour l'instant. Écrivez pas. On va remettre les choses de manière ordonnée. Pour l'instant, ce que je veux, c'est rassembler vos idées. On a ça. Ensuite, oui. Voilà. On finit la logique avec l'énergie mécanique. Là aussi, qu'on généralisera. Une fois qu'on est là, quelque part, je dirais, vous avez presque oublié l'essentiel. Qu'est-ce que c'est que l'énergie? Non? Alors, quelque part, je dirais, c'est normal que vous l'ayez oublié. On n'a aucune idée de ce que c'est que l'énergie. Mais ça, c'est des choses dont on a déjà parlé. Finalement, quelque part, on n'a aucune idée de ce que c'est que le temps, on n'a aucune idée de ce que c'est que l'espace. Enfin, quand je dis on n'a aucune idée, c'est pas vrai. On a tout un tas d'idées. Mais pour exprimer ce que c'est, pour exprimer comment on le calcule, c'est excessivement difficile. En fait, quand vous regardez un dictionnaire, quand vous regardez le côté littéraire de la chose, et le côté... en littérature, il vous explique que l'énergie, c'est ce dont on a besoin pour faire quelque chose. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Ça ne veut pas dire grand-chose comme phrase, en termes de définition. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie est à la base de tous les éléments qui existent. Et quand je dis tous les éléments qui existent, ça nous correspond à nous aussi. Vous avez vu en première la célèbre formule de M. Einstein, mais vous l'avez vu certainement aussi en enseignement scientifique, le E égale mc2. Ça veut dire que toutes les particules qui existent sont convertibles en énergie, mais ça veut dire aussi que pour fabriquer les particules, il faut de l'énergie. La relation de M. Einstein, elle dit que énergie et matière, c'est deux aspects d'une même réalité. C'est pas évident à voir. Mais donc, cette histoire d'énergie, c'est compliqué. Mesurer l'énergie d'un système, c'est pas que ce soit impossible, mais c'est tellement compliqué à faire qu'on ne le fait pas. Mesurer l'énergie d'un système, ça veut dire mesurer l'énergie de toutes les particules qui constituent ce système. Donc, pour mesurer notre énergie à nous, il faudrait mesurer l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, bref, l'énergie mécanique, la chaleur, l'énergie lumineuse, l'énergie électrique, de tous les électrons, protons et neutrons qui constituent notre corps. Et vous vous rappelez que, en gros, vous vous souvenez la quantité de matière, le nombre d'Avogadro, 6 10 puissance 23, en gros, nous, on est constitué de 10 puissance 27 particules. 10 puissance 27, ça veut dire 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards de particules. Il faudrait calculer toutes les énergies de toutes ces particules. Ce qui veut dire connaître leur position, connaître leur vitesse, connaître la distance qu'ils ont par rapport aux autres pour les interactions électriques. Bref, c'est pas que théoriquement ce soit impossible, c'est que concrètement, c'est pas possible. Trop long, trop compliqué. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est pas mesurer les énergies. Ça, mine de rien, c'est pas des énergies, c'est des variations d'énergie. Et donc, on mesure ici l'énergie qu'on a acquis en bougeant alors qu'initialement on était mobile. On mesure ici une énergie potentielle de pesanteur dont on va revenir tout à l'heure, en sachant où on est par rapport au centre de la Terre. Donc, quelle énergie on acquiert grâce à notre poids, entre guillemets. Et donc, c'est ça. Et ensuite, quand j'ai une grandeur, qu'est-ce qu'il me faut automatiquement quand je veux faire des mesures? Quelle que soit la nature de la grandeur. Des unités. Et donc, l'unité de l'énergie, c'est les joules. Donc, symbole, J majuscule,
hein, parce que c'est M. Joule qui a commencé à faire des travaux. Enfin, tu, on en a fait un petit peu. Allez, on résume l'introduction. Donc l'énergie, donc vous notez, l'énergie est une grandeur compliquée à définir. L'énergie est une grandeur compliquée à définir. Elle existe sous plusieurs formes. C'est une énergie compliquée à définir. Elle existe sous plusieurs formes. Donc, entre parenthèses, on va mettre 2 ou 3. Énergie mécanique, on vient d'en parler, on va la redétailler. Elle existe sous plusieurs formes. Énergie mécanique, énergie électrique, et puis énergie lumineuse. C'est les 3 plus importantes. Vous vous souvenez que la chaleur, en fait, c'est du rayonnement infrarouge. Donc, c'est de la lumière. Voilà, donc on continuera ça avec vos camarades lundi, hein, et donc vous lundi soir, ou mardi plutôt.